Bonjour à tous les élèves du bac 1, c'est bientôt les devoirs surveillés, donc je vous présente aujourd'hui un devoir corrigé essentiellement axé sur l'énergie mécanique. Donc on va étudier deux exercices. Un exercice, on va étudier le déplacement d'un solide sur un plan incliné, une partie circulaire avec et sans frottement. Et comme vous avez remarqué ces jours-ci, il fait très froid. On va étudier le déplacement d'un grain de neige entre un nuage et la surface de la Terre. On va étudier son mouvement et comment varie son énergie mécanique pendant le déplacement du grain de glace. Allons-y donc. Donc voilà l'exercice 1. On vous dit un solide S assimilable à une masse M de 100 grammes et lancé avec une vitesse de 4 mètres par seconde peut glisser sur la partie A, B, C et D. On vous donne la distance AB, l'angle θ, le rayon de la partie circulaire. On choisit comme référence d'énergie potentielle la ligne que j'ai mis en rouge. Et sur la partie A, B, C, on néglige le frottement. Donc des questions très classiques. Déterminer l'énergie potentielle au point A, de pesanteur bien sûr. Déduire l'énergie mécanique au point A. Donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur au point C, déterminer l'énergie cinétique au point C. Donc il s'agit de bien comprendre la loi de conservation de l'énergie mécanique. Maintenant, soit F un point de la partie AB, on considère qu'en ce point, l'énergie cinétique est 7 fois l'énergie potentielle de pesanteur. Déterminer l'énergie potentielle de pesanteur et en déduire la distance où se trouve ce point. Dans la deuxième partie, sur la partie circulaire, on vous dit que l'énergie mécanique au point D, c'est 0,85 joules. Montrer qu'il existe des frottements sur la piste CD. Calculer la variation de l'énergie mécanique entre C et D. Déduire l'énergie perdue par effet joule entre C et D. Et enfin, calculer la valeur de la force de frottement. Donc sur la deuxième partie, on va étudier le déplacement d'un grain de neige de 2,5 grammes qui est à la température 0, il va chuter d'un nuage avec une vitesse initiale de 60 mètres par seconde. La hauteur du grain, l'altitude du grain lorsqu'il heurte le sol sera prise comme égale à 0, c'est-à-dire la surface du sol, c'est l'origine de l'énergie potentielle. Donc l'énergie au moment du choc, le moment où le grain tombe sur la surface de la Terre, son énergie thermique CD est égal à la moitié, se transforme pour moitié en énergie thermique, c'est-à-dire que la moitié de son énergie au moment où il arrive à la surface de la Terre s'est transformée en énergie thermique. Voilà quelques données. On vous donne G, chaleur spécifique de l'eau, bon, on ne va pas l'utiliser, chaleur latente de fusion et la température de fusion de l'eau. De quelle espèce chimique constitue le morceau de glace et quel est son état physique, quelle forme d'énergie possède juste avant l'impact, avant son choc à la surface de la Terre, calculer cette énergie, quelle est la forme d'énergie, de quelle espèce chimique constitue le grelon, donc ça on a déjà dit, quelle forme d'énergie possède le grelon juste avant l'impact, calculer cette énergie, quelle forme d'énergie possède-t-il avant de tomber, on suppose qu'elle était initialement immobile dans un nuage situé à l'altitude H, donnez l'expression de cette énergie. En supposant que le grelon n'a pas fondu au cours de sa chute, déterminez de quelle hauteur H il est tombé. Calculez l'énergie thermique transférée au grelon lors du choc. Donc c'est la 5e question qui est réservée aux élèves de sciences maths. En déduire la masse de glace susceptible de fondre. Le grelon va-t-il entièrement fondre lors de ce choc? Très bien. Commençons donc par le premier exercice, frottement négligeable sur la partie ABC. Question, quelle est l'énergie potentielle au point A? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est égal à mg fois z moins z référence. On a choisi z référence égale ici à 0. Bien sûr, on ne me donne pas ici H, donc l'énergie potentielle c'est mgh, mais comme on me donne la distance AB et l'angle θ, vous savez tous que H c'est AB sinus θ.
Après, vous passez à l'application numérique. Bien sûr, la masse, c'est en kilogrammes. G, je l'ai pris égal à 10. AB, c'est 0,8 mètres. Et ça vous donne 0,4 joules. On déduire l'énergie mécanique au point A. Voilà, il suffit de savoir, bien sûr, que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Comme le corps a démarré avec une vitesse non nulle, qui est égale à 4 mètres par seconde, donc il possède une énergie cinétique 1,5 mv carré. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle qu'on a déjà calculée de pesanteur, plus 1,5 fois la masse, 0,1 fois 4 au carré, c'est 16. Et ça vous donne 1,2 joules. Donc ça, c'est l'énergie mécanique au point A. Pourquoi j'ai pas mis le point ici A? Parce que sur ABCD, il n'y a pas de frottement. Donc cette énergie mécanique, elle est la même sur toute la partie ABC. Donc dans la suite, je ne vais pas mettre en quel point, puisque c'est une constante. Donc ça, c'est un point très important. Du moment que les frottements sont négligeables, n'importe quel point, de A jusqu'à C, où je calcule l'énergie, je dois trouver cette valeur-là. Donc qu'est-ce qui se passe en fait lors du mouvement? Il y a un transfert entre l'énergie thermique et l'énergie potentielle. Donc si l'énergie potentielle diminue, obligatoirement l'énergie cinétique va augmenter et inversement. Donc pendant que l'eau solide chute ou bien descend, son énergie potentielle diminue et bien sûr son énergie cinétique va augmenter. De façon que la somme reste toujours une constante 1,2 joules. Donnez l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur au point C. Voilà où se trouve le point C, voilà la référence. Donc c'est une énergie qui est négative. Donc ce sera moins mg fois h, avec h cette distance-là. Or, ce que je sais, c'est le rayon. Je connais le rayon, je connais la distance OC. Je connais la distance OB, qui est aussi le rayon. Et je connais l'angle θ. Donc cette distance-là, c'est quoi? C'est R cosinus θ. Donc la distance ici, petit h, c'est petit r, le rayon, moins cette distance-là, qui est R cosinus θ. Bon, là, on fait plusieurs fois dans plusieurs exercices. Donc c'est petit r, moins R cosinus θ, c'est h. Et donc vous faites l'application numérique. Toujours 0,1, j'ai pris G égale à 10, le rayon 0,35, 1 moins cosinus 30, et ça vous donne 0, c'est erreur de calcul, 0,17 joules. Bien, donc ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur au point C. Maintenant, déduire l'énergie cinétique au point C. Donc je connais l'énergie potentielle au point C, et on me demande de calculer l'énergie cinétique. Or, comme je dis tout à l'heure, l'énergie mécanique elle est constante. Donc, je connais directement l'énergie mécanique au point C. Donc, l'énergie mécanique au point A, on l'a calculée. Donc, automatiquement, elle est la même au point C. Or, au point C, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Je viens de calculer l'énergie potentielle de pesanteur, c'est 1 moins 0,17 joules. Donc, je peux déduire l'énergie cinétique, qui est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur. Très facile, il suffit de faire la conservation de l'énergie entre le point A et le point C. Et faites attention ici, c'est moins, mais il y a un signe moins, donc ça va être plus. Donc moins 0,17, ce sera plus 0,17. Et donc l'énergie cinétique, c'est 1,36 joules au point C. Très bien. Maintenant, soit F un point de la partie AB. Voilà, je l'ai représenté par exemple, supposons ce point F, c'est celui-là. Et en ce point, l'énergie cinétique, c'est 7 fois la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur. Calculez la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur au point F. Toujours la même chose que tout à l'heure. J'ai dit que pour n'importe quel point de la partie A, B, C, l'énergie mécanique est une constante. Donc en particulier pour le point F. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'énergie cinétique en ce point, c'est 7 fois son énergie potentielle en même point. Or, l'énergie mécanique, c'est la même pour tous les points, donc en particulier pour le point F. Donc 7 fois l'énergie potentielle de pesanteur au point F, qui est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de pesanteur au point F, est égal à 8 fois l'énergie potentielle de pesanteur au point F. Donc ça, c'est l'énergie mécanique au point F. C'est son énergie cinétique plus son énergie potentielle.
j'ai remplacé l'énergie cinétique par 7 fois l'énergie potentielle. Or, l'énergie mécanique, elle est constante. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, 1,2 joules. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie mécanique qui est la même que l'énergie mécanique au point A, divisé par 8, et ça vous donne 0,15 joules. Je connais l'énergie potentielle, donc je peux déterminer Z, ou bien la distance BF. Donc, soit je dis l'énergie potentielle, c'est mgh, et je peux déterminer cette hauteur h, et connaissant θ, je peux déterminer AB, ou bien de dire tout de suite que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg, et h, c'est BF sinus θ. À cette distance h, c'est BF fois sinus θ. Donc, je peux calculer la distance BF, et si je connais la distance BF, je connais la distance AB, je peux déterminer la distance AF. Donc, la distance BF, faisant une petite application numérique, ça me donne 30 cm. Or, petit d, ce qu'on me demande, c'est AF, c'est cette distance-là, c'est AB moins BF. Et ça vous donne AB, c'est 80 cm, moins 30, ça vous donne 50 cm. Maintenant, on va passer à la partie circulaire où il y a les frottements. On me dit que l'énergie mécanique au point D, vous voyez bien qu'elle est plus petite que l'énergie mécanique au point A. Donc, question, montrer qu'il existe du frottement. Du moment qu'il y a diminution de l'énergie mécanique, ça veut dire que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Puisqu'il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique, donc obligatoirement il y a le frottement. Donc il suffit de dire qu'il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique ou que l'énergie mécanique a diminué, donc il y a frottement. On va calculer la variation de cette énergie mécanique. C'est l'énergie mécanique au point final moins l'énergie mécanique au point initial. Donc l'énergie mécanique a diminué de 0,35 joules. Si l'énergie mécanique diminue, ça veut dire qu'elle a été transformée en une autre forme d'énergie. Et cette énergie, bien sûr, c'est l'effet joule, c'est la chaleur. Donc la diminution de l'énergie mécanique qui est liée au frottement et se transforme sous une autre forme d'énergie qui est l'effet joule ou bien la chaleur. Et l'énergie qui était transformée sous forme de chaleur, c'est la variation de l'énergie mécanique. Donc c'est 0,35 joules. D'accord? Donc au départ, vous avez une certaine énergie. À la fin, vous avez une énergie plus petite. La différence, elle est partie où? La différence, elle est transformée sous forme de chaleur parce qu'il y a des frottements. Enfin, on me demande de calculer la force de frottement. Là, il suffit de savoir que la variation de l'énergie mécanique est égale à quoi? Est égale au travail des forces de frottement. Or, la force de frottement, elle est toujours opposée au mouvement. Donc là, elle est opposée au mouvement. Donc la force de frottement pour un mouvement circulaire, c'est la force multipliée par l'arc CD ou la longueur CD. Or, la longueur CD ou la longueur d'un arc, c'est le rayon fois l'angle. Le rayon fois l'angle. L'angle ici, c'est combien? C'est pi. Ou bien, vous pouvez dire, c'est le périmètre d'un cercle divisé par 2. Le périmètre d'un cercle, c'est 2πr divisé par 2. Ou bien, d'une façon générale, l'arc d'un cercle, c'est le rayon multiplié par l'angle. Mais faites attention, l'angle, il faut l'exprimer en radians. Il ne faut pas mettre r fois 180. C'est complètement faux. Il faut faire r fois pi. D'accord? Et je connais le travail, bien sûr, parce que je connais delta EM, c'est 0,35 joules, c'est moins 0,35. Le travail, c'est moins F fois la longueur CD qui est égale à R fois pi. Donc, je peux déterminer la force de frottement qui est le travail divisé par 0,35 qui est le rayon fois pi. En simplifiant, donc c'est 1 sur pi, ça vous donne 0,32 newtons. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant, on va aller travailler avec un peu de neige. Comme il fait très froid, c'est le bon moment. Donc on vous dit un grain de neige va chuter à partir d'un nuage sans vitesse initiale. Il va heurter le sol avec une certaine vitesse. Et là, on va étudier sa variation d'énergie mécanique entre le point initial et le point final et savoir à la fin est-ce que lorsqu'il va tomber, chuter sur le sol, est-ce qu'il va être transformé en eau ou bien il va rester sous forme de glace. Voilà le but de l'exercice. On va dans G et la chaleur latente de fusion.
de quelle espèce chimique est constitué le grain de glace et quel est son état physique? Bien sûr, c'est de la glace. La glace est formée par quoi? Elle est formée par de l'eau. Quel est l'état physique? Gaz, liquide ou solide? Bien sûr, la glace, elle se forme solide. Quelle forme d'énergie possède juste avant l'impact? Voilà, au départ, il est là. Hop, il descend. Hop, il est là. Juste avant l'impact, je reviens, juste avant l'impact, quelle est sa forme d'énergie? Et bien sûr, juste avant l'impact, son énergie, bien sûr, d'une façon générale, elle est sous forme mécanique. Mais juste avant le choc, l'énergie potentielle ici, c'est 0. Donc l'énergie juste avant le choc, elle est purement cinétique. D'accord? Donc juste avant que le grain heurte et s'il arrête ici, son énergie, c'est une énergie cinétique parce qu'en ce point, c'est la référence de l'énergie potentielle. Donc l'énergie, c'est son énergie cinétique qui est égale à 1 demi mv carré. Dans les données, on nous a donné la vitesse avec laquelle il est arrivé au sol. On connaît la masse. Donc je peux déterminer son énergie cinétique, c'est 4,5 joules. Donc ça, c'est l'énergie cinétique au moment où il heurte le sol. Question suivante, quelle forme possède-t-il avant de tomber? C'est-à-dire là, au moment où il était collé sur le nuage. Bien sûr, ici, au moment où il était collé sur le nuage, sa vitesse, elle est nulle. Et comme sa vitesse, elle est nulle, son énergie cinétique, elle est nulle. Et comme c'est là où on a pris la référence de l'énergie potentielle, donc il possède une énergie potentielle qui peut se transformer en énergie cinétique au moment où il tombe. D'accord? Donc avant de tomber, le grain possède une énergie potentielle de pesanteur qui est mg fois h. H, c'est la distance entre le sol et le nuage. Maintenant, en supposant que le grelin ou bien le morceau de glace n'a pas fondu au cours de sa chute, déterminez de quelle hauteur elle est tombée. Donc, là, soit vous utilisez le théorème de l'énergie cinétique, soit la conservation de l'énergie mécanique. Son énergie mécanique à l'état initial, il n'a pas de vitesse, donc il est purement énergie potentielle. Et son énergie mécanique au moment où il heurte le sol, son énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Donc son énergie mécanique, elle est purement cinétique. Donc je remplace chaque terme par sa valeur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgh. L'énergie cinétique, au moment où il heurte le sol, on l'a calculé déjà dans la question précédente, c'est 4,5 joules. Donc je peux déterminer H, 4,5 divisé par mg. Et ça me donne 183,4 mètres. Maintenant, on passe à la dernière question qui est réservée aux élèves de sciences maths qui font les transferts thermiques. On vous dit que calculer l'énergie thermique transférée au grelin ou au grain de glace lors du choc. On déduire la masse de glace susceptible de fondre. Ah, j'ai pas vu cette question. Et est-ce qu'il va entièrement fondre ou pas? Mais je vais vous montrer qu'il faut faire. Donc l'énergie au moment du choc se transforme. On vous dit dans l'énoncé que la moitié de l'énergie qu'a ce morceau de glace va se transformer en chaleur au moment où il va heurter le sol. Donc calculons d'abord cette énergie qui va être transformée sous forme de chaleur. C'est l'énergie mécanique en ce point, ou bien l'énergie cinétique, parce qu'en ce point l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique. Donc c'est l'énergie cinétique divisée par 2. Donc au moment où que le grelin va arriver ou bien va chuter, il va céder la moitié de son énergie sous forme de chaleur. D'accord? On vous dit ça dans l'exercice. On vous dit l'énergie au moment du choc se transforme pour moitié en énergie thermique qui va être cédée au morceau de glace. Donc son énergie, il va être chauffé en fait. Il va recevoir de la chaleur au moment où il va chuter. Et cette chaleur qu'il va recevoir, c'est la moitié de son énergie cinétique. Donc calculons cette chaleur. Cette chaleur, c'est l'énergie cinétique divisée par 2, c'est 2,25 joules. Maintenant, cette question, je ne l'ai pas vue. On déduire la masse de glace susceptible de fondre. Est-ce que le morceau va fondre entièrement ou pas? On va répondre à cette question et vous allez déduire la masse. Eh bien, pour qu'il fond entièrement, il faut qu'il reçoive au minimum l'énergie latente de fusion. Qu'est-ce qu'on a défini l'énergie latente de fusion? C'est la chaleur suffisante pour fondre
une masse de glace à température constante 0 degré. Donc pour que la glace fond complètement, il faut qu'elle reçoive une certaine énergie qui est la masse fois la chaleur latente de fusion. On connaît la chaleur latente de fusion, on connaît Q, donc vous pouvez déduire la masse qui va fondre. D'accord? Moi, j'ai supposé que si le grain fond entièrement, c'est-à-dire si la masse c'est 2,5, voilà la quantité de chaleur qu'il faut. Or, ce qu'il a reçu, c'est uniquement 2,5. Donc le grain de glace ne va pas fondre entièrement. Maintenant, pour calculer la masse de glace qui va fondre, il suffit de faire 2,5 divisé par la chaleur latente de fusion. Et vous allez déterminer la masse de glace qui a fondu. Moi, j'ai montré tout simplement que dans cette question, j'ai montré que pour que le morceau de glace fond complètement, il lui faut 830 joules. Or, il n'a reçu que 2,5. Donc une très très faible partie de glace qui va être transformée en eau. Et pour calculer la masse de cette partie, c'est très facile. Il suffit de faire 2,5 divisé par la chaleur latente de fusion. Donc voilà pour ce devoir. J'espère que vous allez le partager au maximum avec vos amis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche d'en bas pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne. Bon courage et à très bientôt.